Il faut se préparer, il faut se documenter, il faut se renseigner sur Mawenzi, évidemment, il faut avoir envie de rentrer, il ne faut pas hésiter à appeler des consultants, ou même moi, il n'y a pas de souci, tout le monde répond à des candidats qui sont Et à regarder ce podcast. Et à regarder ce podcast. Il faut s'abonner à TrainingView pour être tout à fait préparé. Non mais c'est important, parce qu'en fait dans beaucoup d'écoles, y compris de commerce, on n'est pas forcément préparé à la réalité business. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazare et le cofondateur de TrainingView, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par TrainingView pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue dans le Career Insights. Tu es partenaire et associé au sein du cabinet de conseil en stratégie et organisation Mawenzi Partners. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le podcast de TrainingView. Première question est toujours assez générale. Est-ce que tu peux revenir sur les grandes étapes de ton parcours ? Bien sûr, et merci beaucoup pour cette opportunité. Donc j'ai démarré mon parcours chez Accenture Stratégie en stage après avoir effectué des études d'ingénieur à l'école des mines de Saint-Étienne que j'ai intégré après les classes préparatoires et la voie classique. En parallèle, j'avais d'ailleurs fait une maîtrise de mathématiques et de sciences économiques qui m'ont un petit peu élargi au-delà des compétences pures de l'ingénieur. Donc j'ai démarré chez Accenture Stratégie en stage dans différents secteurs d'activité. D'abord le transport, j'ai commencé par le transport de passagers, puis la distribution généraliste et spécialisée, sur des problématiques qui sont assez proches de celles que nous traitons chez Mawenzi aujourd'hui, donc très orientées stratégie, marketing et vente, avec déjà une appétence sur les sujets de data dont on pourra reparler si tu le souhaites. Stage qui s'est traduit par une conversion en CDI et je suis resté 9 ans en fait chez Accenture Stratégie avant de rejoindre Mawenzi. Donc chez Accenture, j'ai eu l'occasion de découvrir différentes entités. J'ai démarré en CRM en fait, donc Customer Relationship Management, puis stratégie, différents secteurs également. J'ai évoqué le transport et la distribution, mais j'ai pu brosser un certain nombre de secteurs sur un large panel également de thématiques. Souvent avec les mêmes équipes dans une finalement entité qui était déjà à l'époque plus ou moins à taille humaine malgré la grandeur de l'entreprise. Et puis ensuite, en 2015, j'ai intégré Mawenzi Partners en tant que manager, où je suis donc toujours. Alors on va revenir sur les principales étapes du parcours dans l'épisode, mais je reviens à sa genèse. Tu es un ingénieur, tu as un profil ingénieur et aussi surprenant que ça puisse paraître, cela fait de toi un profil atypique dans l'univers du conseil puisqu'il y a assez peu d'ingénieurs dans le conseil en stratégie. En quoi cette formation est-elle un plus quand on veut faire du conseil par rapport à un parcours plus classique en école de commerce ? Alors, chez Mawenzi Partners, nous rêverions d'embaucher 50% d'ingénieurs et 50% de commerciaux. Je ne dirais pas que la formation d'ingénieur apporte un plus par rapport à la formation de commercial. Les deux sont assez complémentaires et nécessaires dans ce métier à différents titres. L'ingénieur présente l'atout d'une certaine méthodologie, rigueur de travail, peut-être plus accentuée que le commercial, et surtout aura développé des compétences analytiques beaucoup plus poussées durant son cursus et ses éventuels stages que le commercial qui sera plus orienté sur la relation humaine, la compréhension du métier, du business, le fonctionnement de l'entreprise, où il est souvent beaucoup plus mature que l'ingénieur. Donc l'ingénieur présente des compétences techniques qui sont fortement valorisables dans le métier, notamment sur les sujets data, mais pas forcément data science, même data tout court, dès lors que nous travaillons pour quelques clients que ce soit sur un sujet stratégique, un plan stratégique ou autre, on récupère toujours des données de la part du client qu'il faut savoir analyser. Donc l'ingénieur a toujours un coup d'avance en fait sur ce type de problématique-là. Alors justement, tu rêves d'avoir plus d'ingénieurs chez Mawenzi. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un ingénieur pour l'attirer vers le monde du conseil ?
Alors, à l'époque où j'ai démarré, le conseil était particulièrement attractif, de même que les métiers de la finance, euh, au détriment des métiers de l'industrie dont les salaires étaient plus faibles à l'époque, même s'il y a eu un rattrapage aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on éprouve des difficultés à recruter des ingénieurs parce que nous sommes moins présents dans la relation, évidemment, avec les écoles, donc d'où l'intérêt de Training You notamment. Mais parce que, il semble-t-il, le métier attire moins parce qu'il paraît moins concret, technique, poussé, scientifique. C'est vrai, globalement. La plupart des sujets dans le conseil en stratégie relèvent plus comme son nom l'indique, de la stratégie, des ventes, du marketing, de l'organisation, qui paraissent moins attrayants finalement pour l'ingénieur. En réalité, moi, ce que je leur dis, c'est venez découvrir un métier où vous pourrez appréhender une extrêmement forte diversité des expériences en très peu de temps. Vous allez effectuer des missions plus ou moins longues, vous changerez de client, d'équipe, de problématiques, de secteur d'activité tous les 2, 3, 4 mois. Et ça, dans une carrière quelle qu'elle soit après le conseil, c'est quelque chose qui est particulièrement valorisable. Vous développerez aussi des compétences en tant qu'ingénieur que l'école ne vous inculque pas forcément de manière approfondie dans tout ce qui est la compréhension des enjeux stratégiques des entreprises. Et même quand on est ingénieur dans un service de R&D, par exemple, au sein d'une entreprise industrielle, c'est un atout de pouvoir comprendre les enjeux des dirigeants de cette entreprise. Et le conseil aide à ça. Donc même si ce n'est pas pour faire une carrière complète dans le métier, c'est ce parcours quelque part un peu initiatique dans le business est clé, quelles que soient les fonctions d'un cadre en fait. Et par ailleurs, les ingénieurs peuvent aussi trouver plaisir à travailler dans le conseil pour d'autres raisons. Tout simplement parce que nous travaillons aussi pour des entreprises industrielles dans différents secteurs d'activité, dans l'automobile, dans l'énergie, qui peuvent trouver un intérêt aussi dans l'œil de l'ingénieur. Puis après, il y a l'aspect évidemment compétences. On fait aussi des analyses, très poussées parfois, qui peuvent correspondre à leur appétence plus naturelle. Alors toi, Guillaume, tu as fait ce choix en 2006 après ton diplôme à l'école des mines de Saint-Étienne. Tu débutes ta carrière en conseil chez Accenture. Pourquoi ce choix en début de carrière ? Alors, le choix du conseil, pour moi, me concernant, était plutôt un non-choix en réalité, pour être tout à fait transparent. C'est-à-dire que j'étais très attiré par les mathématiques de manière générale, un peu moins par les sciences physiques. Et je me suis assez rapidement aperçu que les métiers de la finance à l'époque, et j'ai évolué depuis, mais à l'époque, ne m'attiraient guère. Donc j'ai souhaité un métier plutôt généraliste, qui m'ouvre plus de portes qu'il ne m'enferme, de manière à me laisser le choix derrière de pouvoir privilégier une filière ou une autre, un métier ou un autre, parmi les expériences que je pourrais développer dans ce métier. Et puis petit à petit, comme tu peux t'en douter, le métier m'a plu et j'y suis resté. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience chez Accenture ? Tu es resté 9 ans dans ce cabinet et tu as évolué dans l'organisation jusqu'au grade de manager sur différentes équipes, en travaillant avec différents clients dans différents secteurs. Raconte-nous un petit peu tout ce que tu as fait et appris au sein du cabinet Accenture. Les cabinets de très grande taille, tels qu'Accenture et Accenture en particulier, sont extrêmement formateurs. Personne ne pourra dire le contraire. En termes de méthodologie de travail, de développement de la relation client, de culture de la delivery, qui est importante dans le conseil, de rigueur. Donc c'est une excellente école. Et ce sont les valeurs et les compétences que j'ai pu développer pendant mon expérience chez Accenture, en plus de l'expertise métier que j'avais pour le coup assez peu développée à l'école, puisque des sujets CRM stratégiques, marketing, étaient assez peu représentés dans mon cursus de cours. Donc derrière, ce qui m'a fait finalement évoluer dans ma carrière et prendre les choix que j'ai pu prendre, à savoir d'intégrer un cabinet à taille plus humaine derrière, c'est la nécessité, souvent rencontrée dans les grands groupes, de devoir se spécialiser finalement, soit sur une compétence, soit sur un secteur d'activité,
alors que moi, je continuais, après 9 ans, à avoir une certaine soif de la découverte, de nouveaux terrains de jeu. Et voilà, ça a eu raison de ma carrière chez Accenture. Donc, j'ai pris la décision d'intégrer un cabinet généraliste aussi, multisectoriel, à taille plus humaine et qui ne spécialise pas ses consultants. Alors, on va en parler juste après, mais chez Accenture, tu as parlé de vente de CRM. Est-ce que tu peux concrètement nous dire en quoi ça consistait, ton métier, tes missions au quotidien? Peut-être un exemple, un case study sur lequel tu as travaillé chez Accenture. Alors, par exemple, pas forcément sur le sujet spécifique CRM, qui était une entité plus qu'une thématique de mission, mais donc j'ai réalisé, par exemple, beaucoup de missions autour du pricing, par exemple. Donc, définir la stratégie prix d'un grand acteur de la distribution généraliste. Ou je l'ai fait également pour un acteur bien connu du ferroviaire en France sur ses trains interrégionaux. Donc ça veut dire que ce sont des thématiques qui peuvent faire peur à quelqu'un qui n'a jamais travaillé et qui débute dans sa carrière. En réalité, toutes les missions finalement adoptent une macro-démarche à peu près similaire. C'est-à-dire qu'on va d'abord rencontrer le client, la relation humaine est extrêmement importante pour comprendre de vive voix ses enjeux, ses contraintes, ses objectifs. Collecter les données, interviewer la plupart des interlocuteurs clés de son organisation pour démarrer correctement ensemble et surtout tendre vers un objectif commun. Ensuite, il va y avoir un gros travail de traitement de la donnée, d'analyse de la performance actuelle, de benchmark pour comprendre le positionnement par rapport aux concurrents, et puis de collecte des attentes des clients sur la perception prix en l'occurrence. Et puis derrière, on va élaborer différents scénarios. Donc, en l'occurrence sur le prix, donc des règles de calcul de prix, de yield management dans le transport ou de pricing dynamique dans la grande distribution, qu'on va tester, grandeur nature, pour en mesurer l'élasticité. Et derrière, donc ça fait partie des sujets sur lesquels l'impact en fait est visible très rapidement, puisque le prix est en haut du PNL évidemment. Et derrière, vous allez simuler les impacts, les tester sur le terrain, émettre des recommandations et définir une politique tarifaire. Donc voilà, un exemple de mission, par exemple, que j'ai pu réaliser à 2, 3 ou 4 reprises chez Accenture. 2006, 2015, Accenture, et ensuite tu débutes une nouvelle aventure. Tu rejoins le cabinet de conseil en stratégie Mawenzi Partners. Pourquoi cette transition professionnelle ? Alors, je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais l'idée, c'était de continuer à avoir une carrière généraliste, donc tant multisectorielle que multi-expertise, et c'est ce que me proposait Mawenzi Partners. Je ne vous cache pas que le côté taille humaine, même si j'étais dans une entité restreinte chez Accenture, m'attirait également. Chez Accenture, vous apprenez la méthodologie, les processus d'un grand groupe, a fortiori américain, donc des processus très poussés, qui sont formateurs et qui obligent à une certaine rigueur de pilotage des missions, par exemple, que vous retrouvez moins dans une entité plus petite. Et chez Mawenzi, je cherchais à avoir un impact plus fort sur l'organisation et le développement du cabinet, tout en respectant mes objectifs personnels que j'ai évoqués précédemment. Donc la rencontre s'est faite assez rapidement, fin 2014 de mémoire, et puis j'ai intégré quelques mois après l'entreprise, en pouvant développer de nouvelles compétences et en découvrant de nouveaux secteurs, ce que je continue à faire toujours aujourd'hui. Le marché du conseil est assez concurrentiel. On connaît souvent les gros cabinets internationaux, les MBB, McKinsey, BCG, Bain, des cabinets comme Roland Berger ou Kearney, mais on connaît un peu moins les cabinets à taille humaine comme Mawenzi. Est-ce que tu peux nous présenter Mawenzi Partners et ce qui le différencie de ses principaux concurrents actuellement sur la place ? Tout à fait. Donc, Mawenzi Partners est un cabinet, effectivement, de conseil en stratégie et organisation. Donc, fondé il y a 13 ans maintenant par 3 associés fondateurs qui sont toujours associés aujourd'hui, en voulant se positionner sur une thématique particulière qui est la croissance. Donc, nous ne travaillons que des problématiques de top line, développement de la croissance. On n'est pas sur les opérations ou sur la réduction de coûts. Donc, c'est un positionnement spécifique qu'on a sur le marché qui est assez différenciant pour le coup. Par ailleurs, je précise que le cabinet, depuis le début, est multisectoriel. Donc, de par notre taille, évidemment, à un instant T, on ne travaille pas pour tous les secteurs en même temps. Mais le cabinet travaille dans tous les secteurs d'activité, un petit peu moins le service public, focalisé sur la croissance et s'adressant à la fois aux grands groupes, mais aussi, et ça c'est différenciant sur le marché également, aux ETI, aux entreprises de taille intermédiaire, et parfois quelques grosses PME, voire start-up.
Ce qu'il est important de retenir, c'est que nous avons un positionnement assez généraliste sur nos offres, mais vraiment sur la croissance. Donc, nous travaillons des plans stratégiques, des études de marché, des études d'opportunité, donc assez en amont de la chaîne. On fait assez peu de croissance externe. En revanche, ça fait partie des leviers de développement pour nous. On a un deuxième pilier d'offres autour de tout ce qui tourne autour du marketing, finalement, du produit, de l'offre, depuis l'innovation, la création de nouveaux services, de nouveaux business models, de nouveaux produits, jusqu'à leur commercialisation, donc en passant par le pricing typiquement. Un troisième pilier sur tout ce qui concerne plutôt le marketing du client, donc la connaissance client, l'expertise client, la segmentation, etc., le plan relationnel et de contact avec le client. Et puis un quatrième pilier qui est la préparation à la transformation, passant par le design d'organisation, le coaching de comité de direction, et donc la préparation au changement. Donc cette offre en tant que telle est assez généraliste, mais ce qui différencie vraiment le cabinet, c'est le positionnement sur la croissance, comme je le disais, le fait que nous adressions des ETI en plus des grands groupes, et le fait que les consultants ne sont pas spécialisés. C'est-à-dire qu'on les incite à avoir des expériences diversifiées dans un maximum de secteurs d'activité sur un maximum de thématiques. On cherche à former des personnes qui soient tout terrain. En fait, ça part d'un sentiment assez simple, qui est assez paradoxal sur le marché. Mais nous considérons que les experts sectoriels sont nos clients. Donc, c'est une posture qu'adresse assez peu de cabinets sur le marché. Donc, on n'a pas vocation à apporter cette expertise, sauf dans quelques cas particuliers. Et en revanche, ce qui nous importe, nous, c'est d'apporter des bonnes pratiques issues d'autres secteurs. Donc, d'où la diversité des expériences de nos consultants. Et c'est ça que nous prônons, surtout les consultants, évidemment, qui le souhaitent. Si certains veulent se spécialiser plutôt sur un secteur ou sur une expertise, on va les y aider, bien évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment de conserver un positionnement qui soit généraliste. Et puis, par ailleurs, on a un positionnement un peu marketing, si vous voulez, qui tourne autour de la montagne. Le Mawenzi est à la fois un des sommets du Kilimandjaro et également un camp de base. Donc un camp de base, c'est quoi? C'est le point de départ de l'ascension, de la randonnée qu'on va faire ensemble avec le client. On va l'aider en fait à atteindre le sommet. Toute l'allégorie est là. Donc à la fois en étant des éclaireurs, c'est-à-dire que on va l'emmener vers de nouvelles voies, aujourd'hui non explorées, donc par l'innovation. On va le guider en l'accompagnant dans son ascension. Et puis, on va avoir une posture finalement de coéquipier, puisque l'esprit de Mawenzi est extrêmement proche de celui du client et on développe beaucoup l'intimité relationnelle avec le client, professionnellement évidemment, au quotidien, dans la co-construction, dans l'embarquement sur nos recommandations. Je reviens, si tu le veux bien, sur deux particularités de Mawenzi par rapport à d'autres plus gros acteurs. Le premier, c'est la dimension entrepreneuriale du cabinet et la seconde, ce sera le focus sur les leviers de la croissance. D'abord, la dimension entrepreneuriale, tu l'as rappelé, le cabinet a été fondé par 3 associés fondateurs en 2011 qui sont passés par des plus gros cabinets et qui ont décidé de quitter ce monde-là pour entreprendre et lancer une plus petite structure, c'était Mawenzi. Comment cet esprit d'entreprise se manifeste-t-il au quotidien, à la fois en interne avec vos équipes, mais aussi en externe avec vos clients? Alors, au quotidien, le côté entrepreneur que nous prenons sur le marché se traduit pour les consultants de 2 manières. Donc, effectivement, en interne, tout simplement parce que nous souhaitons recruter des profils qui ont envie avec nous de développer le cabinet. Donc, ça se traduit par l'implication dans des chantiers internes qui sont déjà structurés sur le fonctionnement du cabinet, donc le recrutement, la communication, la vie du cabinet, le knowledge management, etc. Mais aussi par une certaine liberté d'initiative au sein du cabinet. Si un consultant demain vient me voir en me disant « Écoute Guillaume, je viens de réfléchir, voilà ce qu'on pourrait faire pour adresser telle nouvelle typologie de client, tel nouveau secteur d'activité, telle expertise nouvelle, pour améliorer le fonctionnement interne », si son idée est fondée et ses propositions ont du sens, clairement, go. Et en fait, cette liberté, les consultants la prennent parce qu'on leur laisse cette opportunité et on les recrute aussi pour ça. On recrute des consultants dont on sent qu'ils ont envie, si tu veux, de développer le cabinet, de participer à sa croissance. Alors après, ça passe aussi en interne, évidemment, par la participation aux propositions commerciales, évidemment, mais ça, c'est comme dans tous les cabinets. Mais en revanche, le consultant peut
et doit, quelque part, chez nous, avoir un impact, le ressentir au sein du cabinet. Et ça, c'est vraiment aussi un point qui est différenciant, et c'est la traduction de ce côté entrepreneur en interne. En externe, ça va se traduire par une autonomie forte du consultant dès ses premiers pas chez nous, y compris pour les plus juniors, y compris pour les stagiaires qui sont mis en front devant le client immédiatement. Ce qui est assez audacieux par rapport à ce que nous pouvons voir sur le marché chez certains confrères. Donc ça participe d'une responsabilisation très tôt dans la carrière du consultant, de le mettre en face du client. Mais le mettre en face du client, en fait, c'est pour lui la manière, enfin c'est ce que nous considérons pour lui comme être la manière la plus appropriée pour appréhender au mieux ses enjeux. S'il est en face du client, s'il l'écoute, s'il le comprend, s'il le challenge, de lui-même, par le bon sens, en fait, il va réfléchir et savoir quoi faire et être responsabilisé assez tôt. Ça ne veut pas dire qu'il sera lâché dans la nature, évidemment. Comme partout, nous avons un encadrement de toutes les missions et nous garantissons une qualité très élevée des livrables. Ça fait partie aussi des points forts de Mawenzi pour lesquels nos clients nous reconnaissent. Et il ne faut pas non plus confondre autonomie et indépendance, bien entendu. On travaille beaucoup en groupe chez Mawenzi, mais le consultant est responsabilisé très tôt. Et ça, c'est la deuxième traduction finalement de ce côté entrepreneur, c'est-à-dire qu'on va attendre de lui que sur une mission client, de la même manière, il prenne des initiatives, il soit audacieux en regard des enjeux clients, qu'il fasse un peu cet extra mile que nous souhaitons systématiser sur nos missions. L'autre point que j'aimerais mettre en avant, c'est le focus sur la croissance, qui est vraiment importante chez Mawenzi Partners. Alors, tu l'as rappelé, vous travaillez avec différents types d'entreprises, des grandes entreprises, des ETI, des scale-up, mais que sur leurs projets de croissance. Donc, ça peut être vision stratégique, création de business model, plan marketing, performance de la vente. Est-ce que tu peux partager avec nous un case study un peu emblématique de ce que le cabinet peut faire pour ses clients? Alors, par exemple, nous avons travaillé il y a quelques temps pour une ETI de la distribution B2B, donc qui fait à peu près 1 milliard d'euros, donc c'est déjà une grosse une entreprise de taille respectable, sur ce qu'on avait appelé à l'époque la riposte Amazon, c'est-à-dire c'était au moment de l'arrivée en Europe d'Amazon B2B, qui a été perçu un peu comme un raz-de-marée finalement dans le secteur de la distribution B2B, puisque arrivant avec un modèle économique très différent, la distribution online via une marketplace ouverte à tous avec une totale transparence des prix, c'est une révolution dans un modèle où on signe des contrats à l'ancienne avec des prix négociés, etc. Donc, au-delà de toute l'étude que nous avons dû mener concurrentielle sur l'assortiment, la taille la profondeur, la largeur de l'assortiment, sur le positionnement prix, sur le niveau d'intensité concurrentielle aussi plus largement sur les différentes catégories de produits, sur les canaux évidemment de distribution, on a élaboré tout un plan stratégique, marketing, produit, prix, client, pour en fait déjà à la base pour perdurer et continuer à exister. Beaucoup de concurrents ont fait faillite. Et en fait, on a suivi toute la transformation intégrale de l'entreprise qui a eu lieu derrière, de bout en bout. Et en fait, aujourd'hui, cette ETI est 2 fois plus grosse qu'il y a quelques années. Donc en fait, là où ça a été vraiment une expérience assez incroyable, c'est que dans les ETI, on a la chance de pouvoir voir assez facilement les impacts, enfin plus facilement que dans un grand groupe en tout cas, les impacts de nos recommandations. Et puis là, en l'occurrence, il s'agissait de concurrencer Amazon, donc ce n'est quand même pas anecdotique. Donc la réussite de ce projet, finalement, était vraiment intéressante. Donc toute l'équipe a été embarquée par ce sujet. Bon voilà, c'est un sujet comme un autre. Tous les sujets qu'on traite sont extrêmement diversifiés. Alors Guillaume, au-delà de ton rôle de partenaire au sein du cabinet, tu diriges aussi ce qu'on appelle le Data Lab chez Mawenzi Partners. J'imagine que c'est en lien avec ton passé d'ingénieur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, c'est en lien avec mon passé d'ingénieur et mon appétence plus générale et plus globale sur la data, qui est peut-être liée aux mathématiques avant même l'école d'ingénieur. Donc le Data Lab de Mawenzi, donc c'est une entité finalement que j'ai créée il y a 3 ou 4 ans maintenant, au sein du cabinet, donc qui comporte une équipe
une offre, une méthode et des outils. Donc, initialement, le Data Lab se réduisait à des compétences, support aux missions de conseil classiques en stratégie et marketing, donc des compétences de data science, donc des profils data scientist, ou parfois ingénieurs généralistes d'ailleurs qui font une formation complémentaire sur la data. À quelques exceptions près aussi, des commerciaux qui peuvent le faire. Support aux missions de conseil qui nécessitent la modélisation d'un phénomène, d'un cas d'usage, ou le traitement de données extrêmement volumineuses. Donc, dans certains secteurs d'activité, les cas d'usage qu'on va traiter régulièrement sont le pricing, typiquement, quand on fait du pricing dynamique ou du lead management, tout ce qui tourne autour du scoring client, de la segmentation et des scoring, donc des scores de rétention. Par exemple, ça se fait énormément, alors maintenant dans beaucoup de secteurs, mais historiquement, par exemple dans l'assurance, on fait beaucoup de scores en disant est-ce qu'il y a un risque que le client aille à la concurrence, etc. On traite également tous les cas de prédiction de volume, de commande, de stock, de tout ce qu'on veut. Ça, ce sont des cas d'usage assez globaux que nous traitons pour ne citer que. Donc, c'était souvent en support, finalement, à une mission de conseil classique, c'est-à-dire un enjeu business. Il y a toujours un enjeu business de par notre positionnement. Donc, par exemple, l'enjeu d'un grand énergéticien, c'était définissez-moi une stratégie de rétention client. J'ai de plus en plus de concurrents qui arrivent à attirer mes propres clients sur des offres plus avantageuses d'un point de vue tarifaire, mais avec moins de services. Comment est-ce que je peux mieux détecter mes clients à risque, finalement? Donc, au-delà de la mission stratégique classique où on va regarder globalement l'attrition, où on va comparer les offres avec les concurrents dans le cadre d'un benchmark, on va sonder les clients sur leur perception du modèle, du positionnement prix, des services, de leur raison d'être client ou de ne plus l'être. Et bien derrière, on va proposer de construire un score en fait. Et ça se fait avec des data scientists. Et donc, tout ça pour dire que c'était plutôt un support à ce genre de mission. Et puis petit à petit, le Data Lab a grossi et a créé sa propre offre. C'est-à-dire que dorénavant, nous avons une nouvelle typologie de clients chez Mawenzi, au-delà des C-level classiques des fonctions stratégie, commerce, marketing, DG. Aujourd'hui, nous nous adressons aussi au CDO, au Chief Data Officer. Donc sur des missions, entre guillemets, purement data. Donc là, vous êtes au sein de l'écosystème client sur une problématique data extrêmement précise sur laquelle vous allez travailler et qui peuvent demander des compétences de data science, mais pas que. Ça peut être de la data organisation, du data engineering ou ce genre de problématiques. Donc aujourd'hui, on a une offre qui est plus large, donc qui va de la stratégie data. Donc, il y a un sujet très à la mode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont conscience du potentiel de leur data, mais ne savent pas l'exploiter et ont parfois du mal à faire le lien entre la connaissance de leur data disponible et la stratégie de leur entreprise. Donc nous, on est là pour les aider à identifier les cas d'usage, métiers de la data, et puis les aider à les instruire. Donc tant dans l'organisation, c'est le deuxième pilier de l'offre du Data Lab, comment je dois structurer mon organisation autour de la data. Est-ce que je dois avoir une direction data transversale? Est-ce que je dois avoir des compétences data au sein de chacun de mes métiers? Et technique, comment est-ce que je dois structurer mes bases de données finalement pour pouvoir en exploiter la plus grande valeur. On a l'offre évidemment de data science, qui est le cœur historique, en soutien aux enjeux business, souvent associé au quatrième pilier qui est la data visualisation. Donc là, on va faire des interfaces pour que les clients puissent suivre les KPI qui sont les leurs. Et puis, le dernier pilier qu'on fait souvent en partenariat, parce qu'on n'a pas énormément de compétences très techniques au sein de Mawenzi, le passage à l'échelle, c'est-à-dire l'industrialisation des POC ou proof of concept qu'on aura pu faire, nous, à notre échelle. Et quand on rejoint Mawenzi en tant que consultant junior, on peut être staffé à la fois sur des missions très data lab et des missions plus généralistes en dehors du data lab, ou est-ce qu'il y a vraiment une segmentation entre les deux? Alors, il n'y a pas de segmentation en tant que telle. Pour autant, lorsqu'on postule et qu'on arrive en tant que consultant en stratégie, on va travailler clairement sur des problématiques de stratégie, ou marketing, ou organisation. Il peut y avoir une problématique data qui se pose dans la mission, et auquel cas, il y aura un binôme avec un data scientist issu du Data Lab.
Si le consultant développe en amont de son arrivée chez nous ou chez nous, puisque nous proposons des formations aussi, des compétences sur la data science, par exemple, savoir coder en Python ou R des modèles classiques de machine learning, alors lui-même pourra peut-être, s'il le souhaite, assurer cette compétence data voilà, et d'avoir finalement un poste assez double. On cherche à développer des passerelles plus fortes entre les deux profils, même s'il n'y a pas d'entité en tant que telle chez nous, en formant soit les consultants à la data, soit les data scientists au conseil. Donc, il faut que le consultant en ait envie, évidemment, hein. Mais nous proposons ce type de parcours aussi chez Mawenzi, de manière à développer, là encore, l'aspect généraliste. Alors, tout en sachant que les profils data chez nous ne sont pas non plus des experts mondiaux du deep learning, nous nous adaptons aux besoins du moment chez nos clients. Donc, on va travailler plutôt des modèles de machine learning classiques, de temps en temps du deep learning, beaucoup d'algorithmes ad hoc, mais voilà, on n'a pas besoin non plus de profil R&D. Voilà. Et puis, on a une offre aussi sur différentes tendances du moment, comme l'IA générative, l'audit data, ce genre de choses. Guillaume, ça fait près de 20 ans que tu es consultant. Oui. Ça fait déjà un petit bout de carrière. Qu'est-ce qui te fait dire à la fin d'une mission, bravo l'équipe, on a fait du bon travail? Alors, ce qui me fait dire bravo l'équipe, on a fait du bon travail, c'est avant tout que le client soit en mesure de porter lui-même nos recommandations, après se les être totalement appropriées auprès de son COMEX. C'est-à-dire que là encore, on a une certaine humilité chez Mawenzi. On va certes accompagner le client au sommet, mais en revanche, c'est nous qui allons le prendre en photo et c'est lui qui sera au sommet. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, c'est le client qui doit s'être approprié totalement grâce à nous, c'est-à-dire que c'est à nous de faire en sorte qu'il s'approprie ce que nous préconisons, pour que derrière ça serve à quelque chose et que ça ne serve pas pour caler l'armoire, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 1. Et puis il y a un point numéro 2 qui est de garantir, par souci d'homogénéité, le niveau d'exigence Mawenzi. Donc là, c'est plutôt le volet interne, c'est-à-dire que l'associé soit satisfait de la qualité de travail du consultant. Le regard du client est évidemment indispensable, mais ne suffit pas dans notre œil. Ça fait presque 10 ans que tu as rejoint Mawenzi. J'imagine que le cabinet dans lequel tu évolues aujourd'hui est bien différent de celui que tu as rejoint en 2015. Beaucoup de choses se sont passées. Le cabinet a connu de la croissance comme ses clients, j'imagine. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais voir en termes de développement dans les prochaines années chez Mawenzi Partners? Alors, effectivement, le cabinet a bien changé. Quand je l'ai intégré, nous étions, il me semble, une vingtaine. Donc aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine, un peu plus. Donc on a eu une croissance assez forte, ralentie au moment du Covid, évidemment, voire une légère décroissance, non pas du chiffre, mais des effectifs. Puis une nouvelle croissance qui est encore évidemment d'actualité. On a d'ailleurs fait une excellente année 2023, contrairement au marché. Un autre point différenciant. Oui. C'est essentiellement lié à notre taille. On est un peu plus insensible aux aléas du marché. Donc nous avons effectivement, je te le confirme, des perspectives de croissance du cabinet pour atteindre un seuil qui soit entre le court et le moyen terme, on va dire, autour de 70 consultants. De manière à avoir une empreinte un peu plus large, d'avoir une structure de coût aussi plus équilibrée, hein, puisque quand on est 50, on commence à avoir des équipes support. Donc voilà, on est un petit peu entre les deux, donc on a besoin de grossir, de peser plus sur nos expertises vis-à-vis de nos clients et de nos prospects. Et donc pour ça, on a effectivement un certain nombre de leviers de croissance. Donc les leviers de croissance, ça va être renforcer certains secteurs d'activité sur lesquels nous sommes un peu moins présents aujourd'hui, mais dont pour certains, nous avons été forts par le passé. C'est développer les expertises, notamment avec potentiellement le private equity. Et troisième levier, potentiellement d'étudier l'opportunité d'ouvrir de nouveaux bureaux. Aujourd'hui, nous avons un bureau uniquement à Paris. Se pose la question de la province et de l'international. Donc on a 3 leviers principaux de croissance que nous essayons petit à petit d'instruire. Private equity, c'est évidemment conseiller sur les due diligence au service des fonds et pas évidemment faire en tant qu'investisseur du prêt. Bien sûr.
effectivement, la précision est importante d'un point de vue TrainingView. Voilà, je pense à nos spectateurs qui écoutent ce podcast et à ne pas confondre en fait un investisseur en fonds et les cabinets de conseil qui accompagnent les fonds dans la due diligence de leur cible au moment de l'acquisition. Qui dit croissance, du coup dit recrutement. Le conseil en stratégie attire de nombreux étudiants et jeunes diplômés. Et chez TrainingView, nous on le voit, puisqu'on forme chaque année des centaines de candidats. Pour quelles raisons doivent-ils postuler chez Mawenzi Partners ? Alors, le métier attire, mais je ressens quand même qu'il attire un petit peu moins qu'il y a certaines années, possiblement de par son niveau d'exigence, qui correspond peut-être un petit peu moins aux velléités des dernières générations. Pour autant, il attire quand même, effectivement. Donc à nous aussi de nous adapter dans la manière de fonctionnement, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien chez Mawenzi. Donc ce que je dis aux potentiels candidats, c'est de nous rejoindre pour plusieurs raisons. Donc d'abord parce qu'on est une équipe d'entrepreneurs encore aujourd'hui, où tout le monde va avoir un impact dans l'entreprise, on en parlait tout à l'heure. Découvrir une diversité d'expériences extrêmement forte, on l'a évoqué également, plein de secteurs d'activité différents, plein de thématiques différentes dans un temps assez limité. On va avoir effectivement une progression assez rapide de carrière, comme le proposent aussi pour le coup nos confrères. Donc ce côté généraliste est à mettre en valeur, le côté implication, et puis une aventure humaine aussi que rejoindront les candidats. On a une vie du cabinet qui est extrêmement développée. On a notamment notre séminaire annuel qui est assez connu au niveau des candidats. Donc voilà les principaux éléments. Et une fois que le candidat devient consultant, en tant que partenaire, toi, dans l'organisation, qu'est-ce que tu attends chez un jeune consultant ? Alors, chez un jeune consultant, donc qui sera encadré aussi par son mentor, on a un système de mentoring, par son manager de mission et par qui peut être l'associé aussi. Hein, nous-mêmes travaillons directement avec certains stagiaires aussi. Donc, ce qu'on va attendre, c'est évidemment de la rigueur. De la rigueur dans le travail, je vérifie mes chiffres, tout est propre, mes documents sont extrêmement vérifiés, c'est indispensable dans ce métier. Voilà, les clients payent un prix assez élevé pour avoir une prestation de qualité que nous devons de tenir, donc la rigueur est indispensable. En lien avec l'autonomie et la responsabilisation que j'évoquais tout à l'heure, on va réellement avoir besoin de profils entre guillemets débrouillards. C'est-à-dire que, certes, ils seront guidés, certes, nous leur apporterons une méthodologie, mais nous n'avons pas envie de leur prémâcher chaque minute de leur quotidien. D'abord parce que sinon, ils vont avoir assez rapidement des difficultés à se lever le matin, et ensuite parce que responsabiliser quelqu'un, c'est le rendre valeureux vis-à-vis de son client et de lui-même, en fait. Et donc ça, c'est un point important. Donc, pour ça implique de la débrouillardise. Donc, il y a parfois certaines situations face à un sujet ou un client qu'on ne connaît pas où il va falloir réfléchir. La réflexion est importante et se débrouiller pour proposer des pistes qui seront revues et alimentées évidemment par le manager de mission. Mais on va attendre que le consultant tout de suite soit force de proposition, qu'il arrive à se projeter, se mettre à la place de celui qui est en face de lui, donc le client. Quel que soit le niveau du client d'ailleurs. Et le troisième point, c'est une forte curiosité. Quand on est consultant, on a besoin d'éprouver une certaine soif de la découverte. J'ai envie de comprendre, de décortiquer un modèle économique, de comprendre les enjeux d'un nouveau secteur, de comprendre les enjeux de mon client, de m'intéresser à son quotidien, à ses contraintes, à sa vision, à ses enjeux. Donc ça ne veut pas dire que je serai son scribe, bien entendu, on est là pour le challenger. Mais il faut cette curiosité de documentation, d'aller se renseigner, se mettre des alertes, se former sur des nouveaux sujets. Et ça, c'est compliqué aussi chez nous quand même, puisqu'on a cette diversité sans cesse qui implique tout le temps de changer les sujets. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement une soif importante
de découverte. Puis après, il y a les attentes classiques, la capacité de production, de manipuler les outils basiques du consultant pour lesquels il sera formé, mais on va attendre un minimum. En 2024, on peut pas prendre un consultant qui n'a jamais ouvert Excel ou fait la moindre étude ou jamais créé une slide. Mais voilà, les trois principaux. Voilà. Après, il y a d'autres critères évidemment que nous jugeons dans les processus de recrutement, mais voilà. Alors, tu mentionnes les process de recrutement. Quel serait ton conseil le plus précieux pour décrocher une offre de stage ou de CDI chez Mawenzi Partners? De bien se renseigner sur le cabinet, son fonctionnement, d'être assez ouvert. Et l'une des qualités majeures pour le consultant sera l'empathie. Donc, elle est valable aussi dans le processus de recrutement. Évidemment, il faut un petit peu se préparer, s'entraîner. Mais chez Mawenzi, nous ne ferons pas des études de cas où il s'agira de rédiger un framework appris par cœur en école. Encore une fois, chez nous, la réflexion est clé dans le quotidien, donc aussi pendant le processus de recrutement. Donc, une tête bien faite qui sait réfléchir, qui a du bon sens, qui a un bon relationnel et qui satisfait les qualités qu'on a évoquées, en fait, devrait pouvoir passer un processus. Donc, il faut se préparer, il faut se documenter, il faut se renseigner sur Mawenzi, évidemment. Il faut avoir envie de rentrer. Il ne faut pas hésiter à appeler des consultants, ou même moi. Il n'y a pas de souci. Tout le monde répond à des candidats qui sont et à regarder ce podcast. Et à regarder ce podcast. Il faut s'abonner à TrainingView pour être tout à fait préparé. Non, mais c'est important parce qu'en fait, dans beaucoup d'écoles, y compris de commerce, on est pas forcément préparé à la réalité business. C'est-à-dire que dans les écoles d'ingénieurs, on est assez peu préparé tout court. Dans les écoles d'ingénieurs, on est beaucoup plus préparé, mais pas forcément sur le métier du conseil. On est préparé au processus d'entretien, on est préparé à la posture en entreprise, au management, à ce type de compétences qui sont nécessaires, mais pas forcément au métier du conseil. Donc c'est important effectivement aussi de s'ouvrir les chakras par des organismes de type TrainingView ou de se documenter. Donc il faut se préparer, il faut quand même donc regarder un petit peu nos positionnements d'offres, interroger les consultants pour voir aussi si la vie du cabinet et le fonctionnement du cabinet satisfont les velléités du candidat, et puis se renseigner un peu sur évidemment le contenu, mais normalement en étant bien formé à l'école, en ayant déjà fait des stages, il n'y a pas de souci a priori si on satisfait les qualités que j'ai évoquées. On va aborder en quelques mots l'actualité du conseil en stratégie. L'année 2023 a été assez mauvaise globalement pour le secteur, et Mawenzi a fait une super année, mais finalement dans un contexte un peu plus difficile pour d'autres acteurs. Quelle est ton analyse de la situation actuelle et est-ce qu'on doit rester optimiste pour 2024? Alors le marché effectivement des clients a été assez attentiste, notamment au second semestre 2023, compte tenu d'un contexte à la fois géopolitique, marché économique plutôt défavorable, avec là récemment évidemment l'inflation qui impacte tous les secteurs, donc les clients de nos clients. Nos clients donc font donc des économies. Ça passe par le conseil aussi. Alors parfois, ça peut être un tremplin pour certains acteurs qui sont plutôt sur de la restructuration ou ce genre de problématiques. Parfois sur de la croissance pour des clients qui souhaitent se relancer. Mais effectivement, le marché a été assez attentiste au deuxième semestre globalement. Nous, comme je le disais, nous sommes plus insensibles à ces aléas parce que plus petits. Donc évidemment, on subit moins de plein fouet tant les phases euphoriques de croissance que les phases de décroissance et les crises. Donc là, chez Mawenzi, effectivement, nous terminons l'année 2023 avec une croissance à 2 chiffres. L'année 2024 commence très fort aussi, donc j'espère que ça continuera. Ensuite, sur l'ensemble du marché, je pense que cette phase d'attentisme et d'incertitude va perdurer au moins au premier semestre, le temps que les choses se stabilisent. Le recrutement de concurrents qui est plutôt en stand-by dans certains candidats le montre. Il y a une vraie incertitude. Certains secteurs sont moins touchés que d'autres.
La distribution est touchée de plein fouet. Le transport a été fortement touché, notamment dans les marchandises. Les services financiers, comme souvent, sont un peu moins touchés. Donc ça dépend des secteurs. Mais en tout cas, pour le conseil, là, on va rentrer dans une phase un peu plus favorable. On est déjà entré dans une phase un peu plus favorable sur les problématiques un petit peu de réduction de coûts. Ensuite, tous les signaux macroéconomiques ne sont pas mauvais. L'inflation est plus faible que prévu. On a un redébut de croissance qui s'entame. Tout ça va prendre du temps. Il va probablement falloir attendre 2025 pour que la croissance du marché reparte vraiment. Mais personnellement, je suis quand même plutôt positif sur 2024. Le premier semestre va être un petit peu incertain. Et si on fait un lien entre la tendance macro puis le focus croissance de Mawenzi, on pourrait se dire, tiens, on est un peu en ralentissement économique. Moi, entreprise, je vais plutôt gérer mon périmètre existant, mes activités existantes, et plutôt que d'initier une stratégie de croissance. Et finalement, vous avez fait une super année avec beaucoup de missions. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ou comment vous l'expliquez ? Ce n'est pas contradictoire, c'est-à-dire que le marché et ses aléas ne touchent pas uniformément tous les secteurs d'activité et encore moins toutes les entreprises. Donc, toutes ne sont pas en difficulté. Et puis, encore une fois, il y en a certaines qui sont résilientes et qui souhaitent profiter de ces phases un petit peu plus difficiles pour se diversifier, s'ouvrir à de nouveaux marchés, repenser leur business model dans une concurrence accrue en période d'inflation. Et tout ça, ce sont des problématiques que nous traitons chez Mawenzi. Guillaume, on arrive à la fin du Career Insights et on a une tradition dans notre podcast, c'est le quiz du Career Insights. Le principe est le suivant, je pose des questions courtes et tu réponds avec des réponses courtes aussi. Je vais essayer. Guillaume, si tu devais décrire Mawenzi en un mot, cela serait lequel ? Entrepreneur. Ton meilleur souvenir professionnel ? Le premier séminaire Mawenzi auquel j'ai participé. Ton pire souvenir professionnel ? Le premier séminaire Mawenzi auquel j'ai participé. La plus belle mission que tu as réalisée? Alors j'en parlais tout à l'heure, mais vraiment celle de riposte Amazon d'un distributeur B2B où on a transformé complètement le modèle économique et la distribution de l'entreprise. La mission la plus difficile sur laquelle tu as travaillé? Pour un acteur du transport face à un comité de direction totalement désaligné. Le client qui t'a le plus impressionné? Un C-level technique d'un constructeur automobile qui, en 2015, nous a projetés dans un univers du véhicule autonome quand personne n'en parlait. La plus grande qualité d'un consultant? L'empathie. L'anecdote que tu n'as pas souvent partagée et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Alors, il y a quelques années maintenant, j'ai travaillé pour un directeur marketing qui disposait d'un piano dans son bureau, qui est sous la poussière, clairement. Et quand je lui ai joué le 3e scherzo de Chopin, il a eu les yeux qui ont brillé. Et ça a développé une forte relation commerciale derrière. Le conseil que tu donnerais au jeune Guillaume Tellier qui étudiait à l'école des mines de Saint-Étienne dans les années 2000? De ne pas sous-estimer le volet humain de la relation business en entreprise. Merci Guillaume pour ton temps et on souhaite le meilleur pour la suite de Mawenzi Partners. Merci beaucoup Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil, et à vous abonner à notre plateforme Training You si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.